Si les acteurs attendus pour la table ronde sont présents, je te propose, Morgane, de lancer l'échange. Très bien. Alors oui, on vous propose effectivement d'aborder la dernière séquence de ce webinaire. Donc, ce sera une discussion croisée. Donc, on va avoir jusqu'à midi pour ces échanges. Alors, au travers déjà du panorama présenté par Pascal Lebrun-Cordier et des premiers éléments qui nous ont été partagés par nos intervenantes, on voit en effet que la culture participe pleinement à la fabrique de la ville, au vivre ensemble. Elle va agir sur la confiance, la reconnaissance, la capacité d'agir des habitants. Ça permet d'avoir un langage commun entre les acteurs. La culture, elle va également favoriser les alliances entre bailleurs, collectivités, associations, artistes, mais aussi institutions. Elle va créer un espace neutre où les acteurs vont pouvoir se retrouver autour d'un projet commun, partagé, au-delà de leur logique de métier. Alors justement, dans cet espace neutre, on peut se poser la question de quels sont les intérêts pour les bailleurs de s'investir dans de tels projets et comment le faire. Alors Pascal Lebrun-Cordier a déjà souhaité répondre à cette question dans sa présentation sur pourquoi les bailleurs s'investissent dans la culture. Nous allons maintenant voir comment nos 5 contributrices se sont prêtées à cet exercice. Alors, je propose peut-être tout d'abord à Patricia Guérin, directrice de la culture donc chez Toi et Joie Post-Habitat, de commencer à répondre à cette question. Alors, comment au sein de Toi et Joie êtes-vous amené à faire de la culture un levier d'action transverse au sein de votre organisme? En fait, un petit peu dans l'esprit de ce qu'on se disait et de ce que je vous ai partagé tout à l'heure, le fait effectivement d'avoir cette direction de la culture vraiment ancrée au sein du bailleur, bien définie et qui participe notamment au comité de direction, permet vraiment d'intégrer la culture au sein vraiment des missions majeures de Toi et Joie. Et donc, ces missions-là, elles sont vraiment ancrées dans les grands projets Toi et Joie et permettent donc de développer des actions culturelles en coordination avec les grandes opérations donc de réhabilitation, de démolition, reconstruction, etc., etc. Donc c'est en ça en fait pour un bailleur évidemment d'associer ces actions culturelles au sein de ces grands chantiers-là permet évidemment de porter des projets qui ont tout leur sens et d'intégrer du coup par là même les habitants en fait dans les décisions en fait qui peuvent être prises au moment des réhabilitations, reconstructions des résidences. Puisque dans le cadre en fait de ces grands projets qu'on va organiser main dans la main avec la direction de la maîtrise d'ouvrage et puis les directions des patrimoines, on va voir régulièrement les habitants, on va leur demander en fait leurs besoins dans les nouveaux logements et on va être là régulièrement, on va du coup avoir une attention particulière envers eux, évidemment, on va leur demander leur avis, ils vont être consultés, à la fois pour les questions techniques du programme de réhabilitation, etc., mais aussi évidemment sur les questions artistiques dans lesquelles en fait on porte le projet. Donc ça c'est vraiment important pour nous. Et puis votre autre question donc sur l'implication, vous, Plutôt, comment vous faites, enfin, la culture est un vrai levier d'action au sein de l'organisme. alors, en plus, en fait, donc évidemment, de porter ces projets auprès de nos habitants, c'est aussi une façon, évidemment, pour les bailleurs d'avoir une autre image, en fin de compte, du bailleur, de montrer autre chose. Un bailleur, ce n'est pas que, en fait, un organisme qui propose des logements, c'est aussi un organisme qui accompagne, en fin de compte, les locataires évidemment au sein de leur appartement, mais aussi dans leur vie de tous les jours, dans leur lien avec évidemment les autres locataires, mais aussi avec les acteurs du territoire. Et c'est en ça, en fin de compte, que nos actions culturelles sont des vrais leviers, en fin de compte, d'émancipation, de lien avec les acteurs du territoire, de lien avec les villes, les voisins du quartier, etc., etc. Et puis, c'est aussi pour un bailleur de logement social d'intégrer toutes les équipes du logement social au sein de ces actions-là. Par exemple, les gardiens et les gardiennes.
puisqu'ils sont vraiment à chaque fois sollicités, impliqués en fait dans les projets, puisqu'ils sont en fin de compte les coordinateurs, si l'on peut dire, vraiment des projets dans les résidences. Nous sommes 3 personnes, nous travaillons évidemment avec les artistes du territoire, mais il serait évidemment impossible de porter ces projets-là sans les gardiens et les gardiennes. Et pour eux, c'est une façon aussi de s'impliquer autrement. Voilà. Et en fin de compte, évidemment, pour les habitants, ces actions artistiques, culturelles, ça permet aussi de les fédérer, de donner en fait du collectif dans les résidences. Et la plupart du temps, et c'est ça, ben, c'est ce que soulignaient aussi les autres témoignages, c'est que on a à la fin, à l'issue enfin de projets au long cours, on voit par exemple des associations d'amicales de locataires se créer, des groupes en fait se créer pour des sorties et où, en fin de compte, on voit vraiment que les habitants, en gros, se mobilisent à l'issue, en fin de compte, des projets et deviennent vraiment acteurs de leur résidence, citoyens, comme on dit, de leur quartier et portent eux-mêmes parfois après des projets sans que le bailleur ne soit l'initiateur, hein, donc à l'initiative des projets. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc c'est en ça que la culture est vraiment un levier social pour nous. Merci beaucoup, Patricia. De la même manière, Samira, est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu les bénéfices, les transformations qui peuvent résulter des projets culturels? Et puis après, je proposerai à Céline Avitror de compléter sur l'intérêt de la collaboration avec un bailleur, même si vous avez déjà commencé à l'expliquer. Oui, je commencerai par les impacts produits. Les impacts produits d'abord sur les locataires, sur les habitants, sur la capacité d'agir, sur la capacité à créer. C'est aussi un puissant outil de dialogue, d'expression, de participation. Euh, je pense qu'en fait, la culture, lorsqu'évidemment, et je pense que c'est presque un prérequis, en tous les cas, chez nous, ça l'a été, c'est que c'est une conviction à un moment où on doit trancher, arbitrer, dans un contexte de contraintes budgétaires. On peut s'interroger sur, voilà, est-ce que je sacrifie ou pas en allant mesurer les impacts sur les habitants, mais également auprès des équipes qui accompagnent. Alors évidemment, euh, euh, l'accompagnement est nécessaire. Est-ce que ça passe par de la formation? C'est vrai que je laisserai à Céline peut-être le soin d'en parler. Euh, mais la convergence, en tous les cas, pour nous, est un élément, de motivation qui vient en fait légitimer notre investissement dans ce champ-là. Je le disais tout à l'heure, on est concepteur de résidences, on est gestionnaire de logements, de parties communes, intérieures, extérieures, gestionnaire de locaux communs, de locaux parfois pour lesquels on réfléchit aux usages. Clairement, quand on occupe, on redonne un usage, une fonction. Quand on, quand on redonne en fait vie à ces lieux, eh bien, ça a un pouvoir un peu de transformer un petit peu l'ambiance, transformer la qualité des échanges, la relation aussi entre les équipes et les habitants. Oui, investir le champ de la culture va au-delà pour nous, en tous les cas. Euh, et puis, un élément important, euh, c'est la réappropriation du cadre de vie, c'est la réappropriation aussi, je dirais peut-être plus, alors assez humblement, parce que faut toujours, enfin, je suis assez précautionneuse, parce que se posent d'autres sujets, celle de la mobilité notamment, et puis aussi des barrières psychologiques, hein, du fait que la culture, c'est pas fait pour nous, et pourtant si, on est habitant, acteur de la ville. Mais
la réappropriation des équipements dans le cadre des opérations de renouvellement urbain, des équipements culturels, des médiathèques, écoles de musique ont pu être créées. Donc c'est comment, et je pense on a un rôle, on va au-delà, on a presque une responsabilité qui va au-delà du logement, c'est celle d'aller euh, euh, créer des ponts, des passerelles entre nos espaces résidentiels et les espaces publics. En tous les cas, les expériences montrent que lorsque l'action est intégrée, lorsque l'action est ancrée dans le territoire, eh bien, la relation est renforcée entre les quartiers et les institutions. Merci Samira. Céline, est-ce que vous souhaitez compléter pour vous quel est l'intérêt que représente cette collaboration avec un bailleur pour votre association? Oui, alors nous, de toute façon, dans tous les cas, depuis la création de Culture du Cœur, je veux dire qu'il nous paraissait toujours évident de travailler avec les bailleurs sociaux, hein. C'est quelque chose qu'on fait depuis de très, très nombreuses années, parce que le bailleur social est central dans les quartiers. Il connaît bien les habitants, il travaille avec les habitants qui peuvent être sur d'autres thématiques. Et ça nous paraissait, en tout cas, ça nous a toujours paru évident d'aller vers eux et aussi d'aller chercher, comme je disais tout à l'heure, ces habitants qui sont souvent invisibles parce que souvent non suivis, non accompagnés par des structures locales ou sociales, et justement d'aller vers eux, d'aller vers ces habitants, c'est une force assez forte. Alors nous, par contre, dans cette coopération, on va dire, avec ces habitats, c'est très, très innovant, parce que là, on a souhaité infuser à l'intérieur même de la structuration professionnelle de CDC Habitat, c'est-à-dire qu'on s'adresse autant sur la transformation des pratiques professionnelles au sein de tous les acteurs de CDC Habitat, c'est-à-dire qu'on les outille, qu'on les sensibilise, qu'on va justement les former sur cette question des pratiques culturelles, parce que comme le disait Samira, c'est compliqué parce qu'on parle toujours des mêmes sujets, c'est-à-dire comment mobiliser, comment faire participer les habitants, comment les amener vers de la pratique culturelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort souvent. Et du coup, on va, depuis 4-5 ans, on travaille sur cette infusion. Ça va passer par un petit guide coécrit entre CDC Habitat, Adoma et Culture du Cœur sur les clés de la participation. Ça passe par des webinaires de sensibilisation, comme je le disais. Donc, c'est très important de voir dans ce partenariat quelque chose de très innovant, parce que je dirais que depuis 4 ans, on travaille autant la transformation des pratiques professionnelles des professionnels de ces habitats que, bien sûr, de traiter cette question de la transformation sociale des habitants qui nous intéresse. Donc ça, c'est très, très innovant, parce que, justement, CDC Habitat, en tant que bailleur, a pris le temps et veut prendre le temps, justement, de travailler cette double, on va dire, transformation pour que, justement, ce partenariat soit effectif et que tout se fasse, comme disait très bien Patricia à un moment donné, sur les habitants qui, à un moment donné, font par eux-mêmes. Et on espère aussi qu'à un moment donné, quand Culture du Cœur quittera ce navire auprès de CDC Habitat, on aura infusé autant de pratiques, autant de légitimité, justement, de travailler sur ces pratiques culturelles seuls, et qui continueront, en fait, ce bout de chemin sans nous. Merci beaucoup. On voit bien au travers de ces projets la nécessité pour les bailleurs de s'appuyer sur l'expertise, la compétence des collectifs d'artistes, des spécialistes de l'action culturelle, des associations. Voilà, en tout cas, c'est très clair, hein. Et puis de prendre le temps, hein, justement, de transformer les pratiques professionnelles. Alors maintenant, parlons des moyens. Alors on observe une fragilisation, hein, des dispositifs financiers. Pascal Lebrun-Cordier a introduit son propos en l'évoquant. Donc dans ce contexte, comment est-ce qu'on peut assurer la continuité des projets culturels? En d'autres termes, comment est-ce que l'on peut résister face à cette fragilisation des moyens? Alors ma question s'adresse d'abord de nouveau, hein, à Culture du Cœur. Quels sont les effets d'un tel contexte pour une association comme la vôtre? Comment réagissez-vous? Comment avez-vous rebondi? Je vous propose peut-être de vous intéresser aux dispositifs culturels, hein, notamment qu'on a abordé juste avant. Alors oui, il est clair, Pascal l'a dit au début, et je crois que même vous-même en introduction, vous savez certainement qu'effectivement le monde associatif est touché par une crise assez forte de restrictions budgétaires. Il y a d'ailleurs eu une manifestation du monde associatif il y a peu de temps pour montrer cet impact, puisque dans la dernière justement étude de la Fédération des acteurs de la solidarité, il s'avère qu'on pense et qu'on dit et qu'on affirme que plus de 30% des associations disparaîtront d'ici 2026. Donc là, on parle, voilà, d'un sujet qui nous touche à Culture du Cœur, puisque nous sommes représentants de ce monde associatif, pour
dépasser ça, bien sûr, pour ne pas reparler effectivement du budget 2026 et encore de ses impacts, comme vous l'avez dit, sur les actions. On va un peu essayer de donner du positif là-dessus. Il est clair que, quand même, on tient à le dire, il y a une population grandissante de pauvreté, puisqu'on est près de 10 millions de pauvres. Donc, ça veut dire que les associations comme celle de Culture du Cœur sont très demandées et de plus en plus demandées sur ces actions, puisqu'il y a de plus en plus de pauvres. Et paradoxalement, les moyens sont de plus en plus bas et on doit répondre à une demande de plus en plus forte. Donc voilà, donc, déjà il faut savoir qu'on est dans cette balance compliquée où bien sûr on essaie de maintenir notre activité au nom de l'intérêt général et du bien commun, ça c'est important. Et donc on va justement s'inscrire sur des coopérations. Alors moi je crois beaucoup, Pascal l'a dit, mais je crois beaucoup à cette idée de la coopération, c'est-à-dire comment mieux coopérer et comment justement changer d'échelle et arriver à faire avec d'autres et ensemble, en s'appuyant sur diverses compétences des acteurs. Donc, c'est ce qu'on fait très bien avec CDC Habitat et Adoma, justement, c'est cette coopération au niveau local, comment on va chercher les professionnels de CDC Habitat et d'Adoma et les professionnels de Culture du Cœur pour justement mieux coopérer et rendre les actions effectives. Et puis, on va s'appliquer sur des dispositifs existants. Alors, on parlait de l'été culturel, vous avez vu la vidéo, vous voyez à quel point c'est fort sur cette question de la capacité, du pouvoir d'agir et d'émancipation, quand on voit ces jeunes hébergés en CHRS et leur capacité justement de création. Et donc, on va se mettre sur des dispositifs tels que l'été culturel et à savoir également, malheureusement, que l'été culturel, apparemment, ne serait pas pour l'instant dans le PLF 2026. Donc là aussi, c'est potentiellement on va dire un dispositif qui existe depuis quelques années et qui est impressionnant pour le monde aussi social qu'on représente, d'aller aussi vers des structures différentes et des associations de solidarité, mais qui pourraient être vouées à disparaître. Mais en tout cas, voilà, moi je dirais que ce que je retiens de cette baisse des financements, c'est cette capacité quand même à innover, à résister et à coopérer. Merci. Alors, du côté des bailleurs d'Île-de-France, Justine Le Forestier, quels sont pour vous les leviers que vous avez mobilisés pour justement pérenniser votre action? Alors traditionnellement, là en tout cas je parlerai exclusivement de Regard 9.3, enfin du festival Regard 9.3. Traditionnellement, on était appuyé de 3 partenaires, donc la préfecture du 93, le département du 93 et la Banque des Territoires. C'était nos partenaires historiques pour le festival, ça l'est toujours. Mais c'est vrai qu'on sent que les budgets sont de plus en plus tendus vis-à-vis des acteurs locaux. Et donc ça implique peut-être de se concentrer sur d'autres dispositifs ou en tout cas de diversifier nos modalités de financement. On a toujours le soutien de l'État sur les sujets culturels. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, mais il y a l'accord cadre DRAC-AORIF qui a été renouvelé en 2025. Donc ça, c'est un signal très positif sur l'implication de l'État vis-à-vis des questions culturelles et des sujets portés par les bailleurs. Donc c'est un accord qui vise à favoriser l'accès à la culture dans les quartiers d'habitat populaire. Mais au niveau local, on sent que les budgets sont de plus en plus resserrés. Et donc, en dépit du soutien qu'on continue d'avoir vis-à-vis de ses partenaires, les budgets peuvent, au fil des années, devenir de moins en moins conséquents. Et donc, on s'interroge sur le fait de mobiliser d'autres sources de financement. Donc, peut-être que ça finira par on devra finir par, désolée, j'ai un petit peu du mal à trouver mes mots, peut-être qu'il faudra aller sur le champ des acteurs privés, du mécénat, des fondations, c'est des choses auxquelles on commence à réfléchir dans une logique de diversification des sources de financement. Peut-être que on devra voilà, diversifier les partenaires qu'on mobilise et donc en continuant de mobiliser les partenaires institutionnels, peut-être qu'il faudra aussi aller voir du côté du privé, des mécènes, des fondations pour pouvoir pérenniser les projets. Et après, il y a des dispositifs publics qui sont existants et qu'il faut continuer de mobiliser. Et c'est pour ça qu'on y tient beaucoup et on essaie de, se battre pour ces dispositifs dès qu'on peut. Je pense notamment à la TFPB, donc l'abattement sur la taxe des propriétés bâties, enfin la taxe foncière sur les propriétés bâties. Et donc c'est un levier que les bailleurs peuvent mobiliser dans le cadre des projets culturels.
parce que ça répond à une logique de vivre ensemble, d'amélioration du cadre de vie. Donc, c'est pleinement l'esprit du dispositif. Et ça, la TFPB, c'est quelque chose pour lequel on milite parce que c'est parfois un petit peu remis en question parce que toujours dans une logique budgétaire qui est de plus en plus contrainte, euh, les partenaires et l'État peuvent essayer de regarder où est-ce qu'on peut faire des économies. Nous, la TFPB, c'est un dispositif qu'on continue de valoriser et auquel on est très attaché parce que ça permet aussi de porter des dispositifs comme les projets culturels. Donc voilà, c'est un levier que les bailleurs peuvent mobiliser et auquel on est très attaché. On continue de penser que c'est un bon moyen aussi d'assurer la pérennité des projets culturels. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Justine. Et pour vous, toi et Joie, qu'est-ce qui vous semble important pour garantir la pérennité de ces dispositifs, si vous souhaitez compléter rapidement? C'est simplement, oui, alors déjà de rappeler l'aide effectivement de la DRAC par le biais notamment de ce programme. Et il y a eu un renouvellement justement de ce programme. Donc on voit en fait qu'il y a une volonté de la part du ministère de la Culture de continuer cette démarche avec les bailleurs sociaux. Donc ça, c'est formidable, hein, effectivement. Et puis peut-être, comme disait en fin de compte Pascal Lebrun-Cordier, c'est de faire connaître un peu plus davantage les actions qu'on mène, parce qu'elles sont assez, je pense, peu connues et elles ont plein d'avantages à la fois pour le bailleur, évidemment en premier lieu pour les habitants, et ça c'est assez peu valorisé. C'est pour ça que les études en fait qui permettent de montrer en fin de compte tous les avantages qu'il y a dans ces actions, les bénéfices en fait qu'on peut y trouver, il faut les montrer là. Post Habitat est en train de terminer du coup une étude avec l'Observatoire des politiques culturelles et le laboratoire de Cergy qui s'appelle Place sur nos projets, 6 pardon, de nos 30 projets. C'est une étude de 16 mois. Et donc cette étude, on pense, va permettre voilà, de faire connaître en fait ce type d'action, de montrer quelles sont voilà, les retombées sur les habitants, sur les collectivités locales, l'importance en fait qu'ont ces missions-là. Et donc en montrant en fin de compte ces bénéfices, on va faire en sorte de dire qu'il faut que le ministère de la Culture continue à s'engager comme il le fait, que la TFPB, c'est évidemment très important qu'elle soit voilà, toujours présente, que les bailleurs peuvent l'utiliser en fin de compte pour mener à bien ces projets-là. Et puis il y a une autre peut-être piste, c'est évidemment l'interbailleur, on en a déjà parlé, mais de travailler sur des projets en commun, en synergie, en mettant dans un pot commun, si je puis dire, le budget et les initiatives. Ça, évidemment, ça permet d'avoir des impacts plus forts, en fait, de chacun des projets, et puis de faire rayonner les projets sur, évidemment, des quartiers encore plus larges que sur un bailleur, sur une résidence. Tout à fait. Et puis l'interbailleur, c'est justement le sujet que l'on va désormais aborder. Donc on a déjà vu la dimension partenariale entre les bailleurs, les acteurs du domaine artistique, la dimension financière qu'il s'agit de pérenniser. Et maintenant, on peut s'intéresser à l'échelle, puisque la mobilisation habitante, elle s'inscrit plutôt à l'échelle du quartier plutôt que juste au pied d'immeuble ou du palier. Donc on peut se demander comment intervenir à cette échelle, justement. Alors pour aborder cette question, je vais laisser la parole à l'APES pour déjà nous présenter un petit peu peut-être les limites, les avantages, les points de vigilance, la manière en tout cas dont on doit aborder les projets culturels lorsque l'on travaille notamment en interbailleur. Oui, alors c'est vrai, comme le disait Patricia, il y a beaucoup d'avantages à travailler en interbailleur, que ce soit au niveau de la mobilisation, des moyens ou même en fait de la visibilité du projet. Ça permet en fait de sortir de cette vision de silo, ce bailleur, ce patrimoine, ce bâtiment, cette résidence, et passer plutôt à une vision d'un territoire commun, d'un espace partagé, d'une dynamique partagée au sein d'un quartier qui s'élargit. Mais à mon sens, il y a quand même des prérequis essentiels à cette collaboration interbailleur et une dimension essentielle à prendre en compte, qui est celle du rapport humain, de la temporalité et du sens qu'on donne au projet. Donc,
Et ces prérequis, je pense qu'on peut les imaginer comme un circuit, un chemin à respecter, un circuit naturel, un cycle de vie et qui vont permettre éventuellement de compléter le projet et de donner sens et avoir plus d'impact du projet. Donc, on ne peut pas commencer directement pour moi par un grand projet interbailleur. D'abord, il faut qu'on puisse exister à une petite échelle, sur une petite échelle. Donc, il y a d'abord le locataire chez lui, dans son intimité, dans son quotidien. Puis vient le palier, les petits bonjours aux voisins, les petits services entre eux. Ensuite, éventuellement, peut-être on passe du palier aux voisins du bas, du haut, la relation qu'ils ont avec le gardien, avec le bailleur, euh, avec les représentants du bailleur. Et après, peut-être on peut élargir le cercle en investissant pardon, le pied d'immeuble, la cour, le square, et éventuellement après le bâtiment d'en face, le bâtiment voisin, éventuellement le quartier d'à côté. En fait, c'est comme si c'était un mouvement organique. On part de l'intime vers le collectif et du quotidien de la personne vers le territoire. Enfin, je pense qu'en tant que CDSU, on peut pas arriver comme ça sur un territoire et juste développer un projet culturel, interbailleur, parce qu'il nous semble intéressant ou parce que pour nous, il coche tous les cases. Enfin, je rebondis un peu à ce que disait Pascal tout à l'heure. On n'est pas là pour faire un projet pour eux, on est là pour créer un projet avec eux. Et donc, si le projet ne part pas du terrain, si les habitants y trouvent pas de sens, ce n'est pas un vrai projet culturel au sens fort du terme. Pour moi, un vrai projet culturel, c'est un projet qui est là pour transformer quelque chose, que ce soit les regards, les relations, la manière d'habiter ensemble un lieu. Et donc pour ça, il faut du temps. Il faut connaître le site, il faut connaître les habitants, il faut savoir leurs appétences, leurs envies, leurs besoins, prendre le temps de les rencontrer, de comprendre ce qui les touche, ce qui les rassemble, ce qui les freine aussi. Comme disait un peu aussi Pascal Lebrincordier au début, faire peut-être une enquête du sensible. En tout cas, comprendre aujourd'hui le fonctionnement de cette résidence et des habitudes des habitants. Et c'est ce travail-là, en amont, qui permet éventuellement de créer une intimité et une confiance entre le bailleur ou les représentants du bailleur et les habitants. Et que le bailleur, il n'est pas juste là pour prendre le loyer ou pour prendre les charges, mais éventuellement aussi pour co-créer avec eux des projets avec eux, du coup. Et c'est dans cette intimité et dans cette connaissance fine du territoire que peut émerger quelque chose de juste et, et en fait quelque chose où on peut éventuellement commencer à échanger avec les habitants et que les envies se formulent et que les idées se développent avec le bailleur d'à côté, avec le quartier d'à côté. Et comme ça, la coopération interbailleur prend tout son sens. Donc pour moi, c'est d'abord, euh, pour moi, du coup, c'est pas d'abord un projet c'est pas c'est pas une histoire de partenariat ou de moyens, c'est d'abord une histoire de lien et de sens. Et je pense que tant qu'on n'a pas pris ce temps-là, celui de l'écoute, de confiance, de l'ancrage avec enfin, le bailleur X avec ses habitants et puis le bailleur Y avec ses habitants, on risque de passer à côté de ce que la culture peut vraiment, ou un projet culturel peut vraiment produire, qui est cette transformation collective et humaine. Et donc, une fois tout ça est mis en place, clairement, les projets interbailleurs, ça a beaucoup plus de sens et puis ça permet de toucher beaucoup plus de monde et de mettre les moyens en commun et puis, enfin, en tout cas, avoir un projet qui est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus important. Voilà, Merci je dirais beaucoup. ça. Je vous propose d'avancer un petit peu au regard du temps et je propose à CDS Habitat Culture du Cœur de prendre la parole. En effet, vous avez mené des dynamiques similaires, hein, bien sûr. Quels sont pour vous les prérequis d'une telle collaboration? De quels résultats êtes-vous fiers maintenant? Dans ce sens, j'invite également donc Florence Guillet, responsable départementale du Val d'Oise chez Culture du Cœur, à s'exprimer également pour notamment nous parler de la fabrique citoyenne à Cergy. Oui, alors je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit auparavant, juste avant. C'est-à-dire que nous, on intervient sur un quartier prioritaire de la ville de Cergy. Alors, la ville de Cergy parle en îlots, donc il y a les quartiers prioritaires et il y a les îlots.
Donc là, on est sur l'îlot de la Sébille. Et il y a déjà une démarche, quand on a présenté ce projet, notamment à CDC Habitat, il y avait déjà une démarche quand même de travail en partenariat, j'ai l'impression, entre les bailleurs. Alors nous, on est un peu extérieur, donc, mais j'ai eu le sentiment qu'il y avait déjà cette démarche de travail un peu en commun sur un îlot où les immeubles se touchent, enfin voilà, les populations sont vraiment euh, ensemble. Donc, il y a ce besoin, je pense, nécessaire de forcément travailler ensemble. Et on est intervenu sur ce terreau déjà un petit peu actif, ce qui, je pense, a facilité un petit peu les choses sur un quartier vraiment très particulier parce que assez isolé dans une sorte d'entre-soi où il y a un peu tout ce qu'il faut pour vivre ensemble, mais sans trop d'équipement culturel. Donc, il y a les petits commerçants de proximité, il y a les établissements scolaires, mais tout de suite, pour aller à la médiathèque ou pour aller à la maison, même à la maison de quartier ou au théâtre proche de chez soi, c'est quand même déjà assez loin. Donc, il y avait toute cette démarche quand même à faire, déjà de diagnostic. Et c'est vrai que là, on a eu cet appui aussi des bailleurs pour intervenir, nous, en tant qu'association, pour développer un projet culturel qui soit en cohérence et en adéquation avec les attentes, avec les besoins et de faire avec les habitants également. Donc, de démarrer par un diagnostic des pratiques, des besoins, des attentes. Ça nous a pris un petit peu de temps, mais ça nous a permis, ce temps est vraiment nécessaire pour vraiment, ce qu'on disait juste auparavant, hein, de proposer des actions culturelles qui soient vraiment en adéquation avec ce que veulent les habitants et pour qu'ils y participent et pour faire avec eux aussi à un moment. C'est la difficulté, moi, que je ressens sur la pratique en fait de terrain, c'est qu'on est face à des habitants qui sont pas trop en demande. Du coup, parfois, il faut être un peu moteur aussi quand même. Donc, force de proposition, se fier à quelques petites idées de sortie, quelques idées, oh, j'aimerais bien une fresque près de l'école, j'aimerais bien ceci, à des petites phrases comme ça qu'on a pu recenser sur notre diagnostic pour impliquer les habitants et ensuite faire vraiment une démarche presque citoyenne pour que les habitants participent. Donc, dans ce projet interbailleur, c'est vraiment déjà ce que je disais, donc un terreau qui était déjà existant et se rencontrer ensemble avec les habitants aussi, faire des bilans intermédiaires à chaque fois, que les chargés de projet DSU soient présents sur nos actions de temps en temps. Que les gardiens soient partie prenante aussi de notre démarche pour vraiment, parce que c'est les personnes qui sont le plus en lien au quotidien avec les habitants, donc qui vont être vraiment des passeurs pour faire en sorte aussi qu'il y ait une clé de réussite du projet. Voilà, donc vraiment impliquer toutes les personnes, que ce soit les bailleurs, associations, villes, pour que le projet soit le plus opérationnel possible et que les gens y participent surtout. Merci beaucoup, Florence, pour cette présentation. Effectivement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, dans le panorama des acteurs du territoire que l'on fait depuis tout à l'heure, on ne peut pas réaliser cette table ronde sans évoquer les collectivités. En effet, on peut se demander pourquoi, quand et comment favoriser l'implication des collectivités dans les projets culturels au sein des quartiers. Est-ce qu'il y a des intérêts croisés sur lesquels les parties prenantes peuvent s'appuyer? En ce sens, je propose tout d'abord à Joey Bacchini de nous présenter quel est l'intérêt que ça représente d'impliquer, d'associer une collectivité dans la réalisation des projets. Ouais. Ouais, du coup, avec les expériences qu'on a pu avoir sur différents sites, différents quartiers, on trouve que l'implication des collectivités est peut-être très importante. Notamment, je rebondis beaucoup sur ce que disait Pascal Lebrun-Courdier au début. On parlait du quartier Anatole France. En fait, les habitants du quartier, ils ont l'impression d'être, en tout cas vu que c'est un quartier qui est plutôt enclavé, ils ont l'impression d'être délaissés par la ville, qui font pas forcément partie de la ville, etc. Et pour moi, quand une ville s'associe à un projet culturel dans un quartier, elle envoie un message, elle envoie un message fort, en fait. Ce que vous faites ici compte, ça fait partie de la ville et que vous faites partie de la ville.
sur beaucoup de territoires où on intervient, les habitants ont du coup c'est le sentiment d'être à part ou éloignés du centre ou de la vie culturelle officielle de la ville. Et donc, quand le projet culturel qu'on met en place dans un quartier rentre, par exemple, dans la programmation culturelle de la ville, ça, un peu, ça peut changer profondément le rapport symbolique ou en tout cas le rapport que les habitants ont avec cette collectivité. Et les habitants, en fait, ressentent une sorte de reconnaissance. L'élu qui est là pour saluer un projet culturel, les services techniques de la ville qui sont là présents parce qu'ils nous prêtent du matériel ou qui nous mettent à disposition une salle, etc. Ça peut permettre aux habitants, en tout cas, de sentir une certaine reconnaissance politique, institutionnelle, sociale, peu importe, mais en tout cas une reconnaissance et qu'en fait, ils font partie de la ville. Et que aujourd'hui, enfin, ils sont pas aujourd'hui, enfin, les habitants ou ceux du territoire, ils sont plutôt les habitants de la ville, les citoyens de la ville. Et je pense que ça permet aussi de créer, en fait, aujourd'hui, on a un projet culturel sur notre quartier. Il y a la ville qui communique aussi dessus. Il y a une communication officielle. Donc, il y a d'autres gens, d'autres quartiers de la ville qui viennent sur ce quartier. Et je pense que ça, d'autres associations aussi qui peuvent venir voir ce que les associations du quartier sont en train de faire. Et je pense que ça peut créer une sorte de porosité en ces différents quartiers, différents habitants, différentes associations. Et je pense que ça peut, en tout cas, valoriser et avoir une évolution puissante pour les habitants. On a plein d'exemples. Je peux donner l'exemple d'un partenariat qu'on a avec l'École des Beaux-Arts de Paris, où on développe des appels à projets aux étudiants et aux jeunes diplômés qui, en fait, pour qu'ils fassent une structure ou une œuvre artistique sur un quartier. Et souvent, par exemple, on associe l'élu de la culture de la collectivité au jury avec le bailleur et avec les habitants pour faire en fait que c'est une grosse unité, en fait, qu'on travaille ensemble pour le quartier, mais aussi pour la ville. Et puis, enfin, en tout cas, voilà, plus généralement, un partenariat qui peut vraiment être bénéfique pour tous les acteurs. Très bien. Et à Laurice, est-ce que pour vous, c'est simple d'associer la collectivité? Et lorsqu'on y arrive, qu'est-ce que cela peut produire en quelques mots? Euh, Nous, pour les projets qu'on a menés à l'échelle départementale, historiquement, on n'avait pas forcément intégré les collectivités dans la liste des partenaires potentiels, parce que comme on s'inscrivait à l'échelle départementale, c'était des acteurs peut-être moins évidents, et on s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient toute leur part aussi dans les projets qu'on menait en interbailleur et dans un projet départemental. Et c'est vrai qu'on a eu un petit peu plus de mal à les raccrocher pour des projets départementaux parce que peut-être que les collectivités ont besoin de projets plus incarnés et plus territorialisés. Donc, en fait, je pense qu'il faut travailler un peu plus dans la dentelle et les mobiliser non pas sur de l'échelle départementale, mais peut-être dans le cadre d'un projet départemental, les mobiliser sur des projets particuliers. Donc, par exemple, on a vu que les collectivités pouvaient se mobiliser pour des projets qui étaient plus territoriaux. Je pense par exemple à Mémotopies, qui est un projet qui menait avec les bailleurs sociaux sur le territoire d'Est Ensemble. C'est un projet mémoriel qui est mené dans le cadre de projets en renouvellement urbain. Et donc, c'est porté par les bailleurs et par les habitants pour faire perdurer la mémoire de ces quartiers au-delà du projet NPNRU. Donc, voilà, c'est sur ce type de projets qui sont plus incarnés et plus inscrits dans un espace délimité pour lesquels on arrive mieux à raccrocher les collectivités. Mais je partage évidemment le propos qu'il est indispensable de les associer aux projets qui sont menés en interbailleur sur les territoires. Et il faut aussi penser à les intégrer peut-être plus en amont de nos projets. Par exemple, pour le festival Regard 9.3, on n'a pas forcément les mêmes temporalités d'action. Des collectivités ou des communes peuvent avoir des bilans et des budgets qui se clôturent bien avant qu'on ait finalisé les projets. Donc ça demande aussi une autre organisation de travail, de réussir à faire coordonner les différentes temporalité de travail, mais voilà, avec l'expérience, on arrive aussi à voir quand est-ce qu'on peut les mobiliser à d'autres moments des projets. Merci beaucoup, Justine. Alors, bah, Patricia, vous l'avez déjà évoqué, hein, mais chez Toi et Joie, vous avez aussi
la possibilité de restituer les projets aux élus, ce qui permet justement de valoriser les projets. Je vous propose peut-être de conclure désormais, de passer à notre dernière question au vu du temps qui nous reste. Peut-être est-ce que chacune de nos intervenantes, vous pourriez, en quelques mots, faire un vœu d'espérance, formuler un vœu d'espérance pour poursuivre ces démarches en faveur de la culture. Et puis ensuite, je proposerai à Pascal Lebrun-Cordier de conclure ce webinaire. Alors, on peut commencer par Laurif. Justine, vous pouvez reprendre la parole et commencer par formuler votre vœu. Nous, notre vœu, c'est toujours davantage d'inclusion et de visibilité sur les projets culturels qui sont menés, parce qu'on pense vraiment que la culture, c'est un levier très puissant d'inclusion et de vivre ensemble dans les résidences sociales. Et donc, c'est pour ça qu'on continue aussi à valoriser le festival Regard 9.3 et qu'on a très à cœur, qu'on tient vraiment ça nous tient vraiment à cœur qu'il continue de vivre au fil des années. Donc, on espère pouvoir le porter en 2027. Mais voilà, on pense vraiment que la culture, c'est un outil très puissant pour nos quartiers et qu'il y a énormément de choses à faire. Et donc, il faut vraiment laisser cette scène-là aux habitants qui ont beaucoup à donner. Merci. Maintenant, je propose à la PES, en un mot également, quel vœu vous formuleriez? Mais pour moi, je pense que déjà pour la PES, nous, c'est que nos travailleurs franciliens avec qui on travaille continuent à porter cette thématique et en fait que c'est comment on continue à rendre la culture accessible à tous, parce qu'il y a l'espoir aussi des bailleurs adhérents aujourd'hui et que en fait qu'on voit plus la culture comme un plus, mais comme un socle du vivre ensemble. Voilà. Merci. Maintenant, CDC Habitat, Culture du cœur, d'une voix commune, quel serait votre vœu? Céline, je t'en prie, je la suivrai après. Oui, notre vœu rejoindra peut-être celui de les Habitats, mais c'est qu'à travers toutes ces discussions et ces webinaires là, que nous faisons, c'est que, voilà, que les bailleurs rejoignent ce grand collectif justement de plaidoyer, de soutien pour que les pratiques culturelles soient dans tous les quartiers, auprès de tous les habitants, et que tous ensemble, on puisse créer cette forme d'utopie et de résistance culturelle. Merci. Il y a 5 ans, on disait que la culture n'était pas un bien essentiel. Aujourd'hui, et en écoutant les collègues et avec cette rencontre, même si elle était en visio, elle était hyper vibrante et passionnante, montre qu'on est des contributeurs des territoires, qu'on contribue à faire des territoires des lieux de vie, des espaces vivants, inclusifs, porteurs de sens. Tous nos projets ne sont pas des à côté, ils ont un impact. Donc j'ai presque envie de nourrir cette conviction, c'est qu'à travers nos engagements culturels, on contribue aussi, c'est un acte un peu politique, donc c'est de continuer en fait à irriguer, à diffuser cette nécessaire en fait, ce ferment essentiel en fait alors fameux vivre ensemble, même s'il a été malheureusement galvaudé, mais en tous les cas, je suis convaincue qu'on est des acteurs pleinement légitimes et qu'effectivement, alors j'ai pas pu réagir sur la question des collectivités, mais que il faudrait pas qu'on soit dans l'entre-soi. Il faut vraiment en fait faire rayonner notre action à l'échelle plus large. Voilà, on est déjà allé à l'échelle de quartier, peut-être là à l'échelle communale. C'est peut-être un défi, celui de demain, peut-être. Merci beaucoup. Et enfin, Patricia Guérin, côté Toi et Joie, quel serait votre vœu en quelques mots? Oui, un peu la même chose, évidemment, de continuer à avoir ces missions culturelles. Bon, là, c'est des images de notre festival, mais voilà, de penser et d'affirmer que la culture, eh bien, c'est vecteur de lien social, d'émancipation, et ce pont, justement, entre institutionnel quand même entre le ministère de la Culture, tous les acteurs en fait du logement social. Il faut en fait que ça continue à se développer grâce à la DRAC et cet accord DRAC-AORIF, bien sûr. Mais encore, je pense qu'il y a plein de choses à faire pour se faire connaître encore davantage tout ce domaine culturel et ce milieu HLM, parce que ils se connaissent encore assez peu, je trouve, et il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire, quoi. Et puis, c'est une nouvelle façon de créer, en fin de compte, dans des lieux non dédiés, hein, pour les artistes, c'est fabuleux, parce qu'on voit des choses
qu'on ne voit absolument pas dans les théâtres, etc. C'est extraordinaire, toute cette richesse culturelle qu'on peut trouver dans les quartiers. Donc voilà, continuons. Merci beaucoup. Pascal Lebrun-Cordier, si vous souhaitez, je vous propose peut-être de conclure ce webinaire en rebondissant sur ce qui a pu être évoqué durant cette discussion croisée. Oui, il y a eu tellement de choses passionnantes qui ont été dites et avec tellement de force que si je commence à rebondir, je vais faire du trampoline. C'est peut-être pas le but. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. D'abord, m'excuser parce que j'ai peut-être été un peu long au début, ce qui explique qu'on se soit un peu précipité vers la fin. Les interventions étaient peut-être un peu bousculées. Moi, je voudrais commencer par une première chose. C'est la force des témoignages que l'on a vus en vidéo. On l'a tous dit, c'est émouvant. On voit des situations, on voit une énergie, des visages, on est touché. Et nous devrions faire encore plus de vidéos sur les réseaux sociaux. Nous devrions encore plus raconter, mettre en récit, mettre en image ce que nous faisons, dont nous savons la force. Mais il faut partager tout cela par des images, par des études également, comme l'étude qui est en train d'être faite par l'OPC pour Toi et Joie, bien sûr, mais ne pas négliger la force des images et de cette mise en récit. Donc consacrer des budgets, pas forcément très importants, mais consacrer des budgets à produire des vidéos courtes, impactantes, qui touchent par l'émotion, au-delà ou en complément, je dirais, de la raison. Et ça, il faut le faire parce qu'il y a urgence, on le sait, la journée du 11 octobre a été rappelée, de mobilisation du monde associatif, les coupes en cours et les coupes annoncées sont très graves, donc il y a vraiment urgence. Et il faut que l'on se mobilise. On a évoqué la Fédération des acteurs de la solidarité, Céline l'a cité tout à l'heure. Euh, je ne sais pas quels sont les meilleurs cadres, je ne sais pas si vous-même, j'avoue parce que j'en connais beaucoup d'entre vous, mais je ne sais pas si vous-même vous êtes structuré et organisé pour avoir une action très offensive aux menaces qui pèsent sur la TFPB, par exemple. Mais en tout cas, il y a un plan d'urgence à mettre en place, il y a une action concertée à mettre en œuvre auprès des députés, auprès des sénateurs, auprès du gouvernement, auprès des médias, pour alerter et pour valoriser d'abord ce travail, le raconter, le mettre en récit, parce qu'il est encore un peu trop invisibilisé. Et quand on dit culture aujourd'hui, on ne pense pas d'abord malheureusement à ce que vous faites, à ce qu'on fait, on pense d'abord aux grandes institutions, on pense d'abord à des spectacles, des expositions, c'est-à-dire un type de rapport à la culture qui n'est pas exactement celui dont on a parlé. Nous, on a parlé d'une approche expérientielle, encapacitante, participative. On n'est pas au même endroit, encore une fois, que à l'endroit de la démocratisation de la culture, telle que la plupart des médias en parlent, telle que la plupart des élus l'imaginent. Donc il y a vraiment un enjeu de plaidoyer, de conviction, de narratif à développer. Et vous êtes vraiment toutes, je dis toutes parce que en fait je vois qu'il n'y a que des femmes là aujourd'hui, c'est incroyable aussi d'ailleurs, où sont les hommes? Que font-ils? En tout cas dans les prises de parole, je vois dans les noms Benjamin que je ne connais pas et sans doute d'autres, mais on va dire toutes et tous, vous êtes les meilleures ambassadrices, ambassadeurs de cette vision de la culture, de cet impact de la culture sur les personnes et sur les territoires. Donc il faut vraiment consacrer des moyens, de l'énergie, stratégiquement, pour ne pas être effacé. Parce que il sera plus facile d'effacer les subventions aux associations et à ce que vous faites, plutôt qu'à des grandes institutions qui paraissent légitimes et qui paraissent impossibles à toucher. Donc ça, c'était le deuxième point que je voulais souligner. Face à cette menace qui pèse sur la TFPB, allez voir les élus, les sénateurs, les députés, les élus locaux, faire un travail de lobbying, c'est urgentissime. La troisième chose que je voulais dire très vite, c'est sur le vocabulaire. On a tous un vocabulaire assez précis pour parler de de ce que l'on fait. Il faut être vigilant néanmoins à certaines expressions qui ne renvoient pas exactement à ce qu'on défend. Je pense notamment à cette notion d'accès à la culture. Plusieurs d'entre vous l'ont souligné. Certes, il faut favoriser l'accès à des ressources culturelles, ça c'est indiscutable évidemment. Pouvoir rencontrer des artistes, aller dans des lieux, c'est important. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit d'accès à la culture, parce que la culture, on en est tous porteurs et porteuses, toute personne. Voilà, c'est la vision des droits culturels. Donc, juste petite prudence sur cette expression d'accès à la culture. Il faut renouveler notre vocabulaire, là aussi c'est très important, essayer d'inventer de nouveaux mots. C'est pour ça que je me suis amusé avec les acronymes tout à l'heure, vous avez vu HLM, DSU, etc. Il faut nommer, trouver des notions sensibles, poétiques,
peut-être un peu décalé, qui raconte ce qu'on fait fondamentalement. Ça me semble important. On a parlé du vivre ensemble plusieurs fois. Je pense que dans nos projets, ce qui est très important, c'est le faire ensemble. Je voulais insister aussi là-dessus en conclusion. Voilà, on fait ensemble. Ça permet aussi de renouveler cette expression un peu abîmée, un peu usée du vivre ensemble. Faire ensemble, c'est ça l'enjeu. Et insister sur la contribution. Là aussi, je voulais le dire en vous écoutant, on a beaucoup parlé des attentes. Il faut faire des enquêtes pour identifier les attentes, bien sûr, mais il faut aussi faire des enquêtes pour identifier les ressources. Qu'est-ce que les gens savent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au projet? Je pense qu'il faut aussi avoir un regard sur les capacités des personnes, les ressources disponibles dans un quartier pour faire avec les gens, avec ce qu'ils savent déjà faire. Et c'est souvent beaucoup plus facile d'identifier des capacités et des ressources, des savoir-faire, plutôt que des attentes. Les attentes, effectivement, souvent les gens ne savent pas trop, mais on peut les impliquer, les embarquer à partir de leurs compétences, de leur savoir-faire, c'est très important. Ensuite, je voulais, en conclusion, encore 2 phrases, rebondir sur ce qu'a dit Joey tout à l'heure sur l'importance de la transformation. Oui, je pense qu'il faut oser affirmer que nous menons des projets transformateurs, des projets de transformation. Transformation de situation, transformation d'espace public, transformation de cadre de vie. C'est ça l'enjeu, transformer. Et donc, on doit l'affirmer et l'évaluer aussi. Un peu plus qu'on ne le fait encore, le valoriser et l'évaluer. Qu'est-ce qu'on a transformé, dans quelle mesure on a transformé, etc. Et enfin, un mot sur l'outil, les outillages méthodologiques. Euh, on aurait pu parler de l'échelle de la participation de Sherry Arnstein, c'est-à-dire être capable de situer précisément ce qu'on fait sur une échelle, celle de Arnstein notamment. On pourrait parler aussi de l'échelle de Joël Zask sur la participation, pour insister sur la participation contributive. C'est important. Et puis, je voulais terminer à propos d'outils, à nouveau en vous parlant de la clause culture. Vous Pascal, ton On a micro est perdu votre coupé. son. Votre micro Oui. est coupé. Ah oui, je sais pas ce que j'ai fait. J'étais en train de dire que j'ai partagé un lien Linktree avec différents liens justement vers ma page LinkedIn où je parle du rendez-vous d'hier au Sénat sur la clause culture, etc. Donc, l'outillage, s'outiller. Et justement, la clause culture, je voudrais vraiment dire mon dernier mot à ce propos. Ça fait écho à ce qu'a dit Patricia notamment. Je crois qu'il faut toujours, dans les années qui viennent, se rapprocher de plus en plus vers celles et ceux qui transforment les espaces publics, les espaces communs, les cœurs d'îlots, les bâtiments. Il faut que notre action euh, aille en direction du design, en direction du paysage, en direction de l'architecture, de l'urbanisme. Et donc, il faut faire voilà, de l'urbanisme culturel. Il faut vraiment faire un pas en direction de celles et ceux qui transforment les espaces physiques euh, pour que nous n'intervenions pas que sur les espaces relationnels, les espaces symboliques, mais aussi sur les infrastructures de la vie relationnelle, les infrastructures de la culture. Euh, voilà, un hall d'immeuble, c'est une infrastructure culturelle. Un pied d'immeuble, c'est une infrastructure culturelle. Voilà, un cœur d'îlot entre deux bâtiments, c'est une infrastructure culturelle, c'est-à-dire une infrastructure de la relation. Et donc pour ça, on doit s'impliquer aussi dans des projets d'urbanisme culturel les aménageurs, avec les architectes, avec les urbanistes, avec vos collègues chez les bailleurs sociaux qui ont en charge ces questions-là pour qu'ils intègrent avec nous le point de vue des habitants et cette dimension culturelle, c'est-à-dire cette dimension d'abord et avant tout de la relation. Voilà. Merci d'avoir conclu sur ce mot-là, relation. Vous nous invitez à bouger ces regards. On avait commencé ainsi cet entretien, changer le narratif, changer notre vocabulaire, changer notre manière de voir, identifier les savoir-faire là où ils se trouvent pour impliquer tous, habitants, associations, bailleurs sociaux, collectivités. Je suis désolée, on a débordé par rapport au timing qu'on s'était fixé, mais néanmoins, s'il y avait une ou deux questions, des personnes qui sont restées, parce qu'on a encore beaucoup de participants qui sont en ligne, si vous avez quelques questions que vous souhaitez soumettre à nos invités, je vous en prie, soit dans le chat, soit en prenant la main, en levant la main. Ouais, il est déjà un peu tard. On a tous faim. Ben, oui, il y a pas que la culture qui nourrit. Euh,
En tout cas, ces échanges ont été très très riches, autant de l'opérationnel que des ambitions et stratégiques, hein, quelque part, et des choix d'acteurs à défendre et à continuer à porter. Donc, je vais vous remercier tous, toutes, pour cette préparation de webinaire et pour votre intervention, Monsieur Lebrun-Cordier. Et on se retrouve pour notre prochain rendez-vous de HSV autour aussi de la participation, mais celle vraiment de vraiment la question démocratique, comment participer, co-construire, co-gérer, comment remettre le locataire au cœur des décisions qui le concernent. Ça sera la thématique de notre prochaine rencontre en présentiel le 2 septembre chez Paris Habitat, qui a le plaisir de nous accueillir. Donc on vous retrouve tous pour la dernière rencontre du Club HSV en décembre. Merci à tous et bon appétit. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bon, super. On joue les prolongations. Ouais, non, mais c'était pour vous dire merci aussi. J'aime bien rester avec C'est bien pour ceux ça du qu'on début reste. finissent. Non, mais ouais, très bien. Bon, toujours ambitieux, très ambitieux ces webinaires et c'est toujours très riche. J'ai un peu de frustration de ne pas avoir pu prendre des échanges et des questions, mais voilà. On fera encore mieux la fois prochaine. Moi, j'ai trouvé ça très riche et puis c'est vrai que d'avoir cette introduction de Pascal et puis cette conclusion permet vraiment de contextualiser, d'avoir tout cet apport universitaire avec ce vocabulaire qui met en valeur, en fin de compte, ce qu'on fait, nous, avec nos mots un peu techniques, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'effectivement, c'est chouette ce qu'on fait. Je suis d'accord, c'était Ouais. très intéressant son intervention et Ah oui. on a parfois un peu des habitudes de langage et c'est intéressant de Oui. les re-questionner. Ouais. Ça donnait des frissons, tous ces témoignages et ces vidéos. Au-delà même des messages du vocabulaire, les images parlent d'elles-mêmes et donnent à voir toute la portée de ce qu'on peut faire hein, au travers de ces projets. À ce sujet, j'aimerais bien, Samira et Céline, que vous mettiez les verbatims que vous avez dit, juste me le mettre dans la conversation. Je Alors, m'en en fait, servirai si vous en êtes d'accord pour les posts LinkedIn. Ah, mais avec plaisir. Alors, il se trouve que, alors moi j'étais en congé la semaine dernière, mais avant de partir, on avait travaillé à un support, un PowerPoint, et je pensais que Céline, du coup, voilà, Bon, qui c'est pas grave. Ça, l'avait c'est très transmis, bien. mais voilà, comme je suis rentrée hier, enfin voilà, Pas de j'ai souci. eu beaucoup de. Je peux C'est transmettre pas le assez crème. PowerPoint? Je peux- Non, surtout, moi, ce qu'il me faut, c'est le Les verbatim que verbatims. vous avez dit. Les Ah oui. messages étaient tellement Ah, oui, j'irai beaux les chercher tout à l'heure. Oui, que oui. j'aimerais bien les utiliser dans les posts LinkedIn pour rebondir sur la rencontre. Avec plaisir. Et j'espère que. Oui, bien donc sûr, voilà. avec plaisir. D'ailleurs, Justine, Oui. Oui. attendez, je peux faire un truc, juste une Je vais chercher photo de la visio. Attendez, il faudrait que Morgane me rejoigne. Tu peux appeler Céline? Oui, j'aimerais bien que Céline nous retrouve. Attends, peut-être que je vais la retrouver dans le fil en espérant qu'elle ne soit pas partie déjeuner. Je l'appelle. Je l'appelle. Juste rejoindre la visio, que je fasse une photo visio. Patricia, ça fait mieux. Bah oui, parce que en fait, je suis chez moi et il fait pas chaud. Ouais. non, mais Patricia, vous êtes magnifique, ne changez rien. Céline, tu peux nous rejoindre? Tu peux nous. Oui. Non. On joue les prolongations. À tout de suite. Tu nous rejoins? À tout de suite. Oh là là. Céline nous rejoint. Ok, je l'ai invitée à Céline. Pourquoi je la vois pas dans le fil des invités? Je voudrais juste l'ajouter à la visio. Ah, attends.
tu peux nous rejoindre? J'écris juste à Morgane. On est pour juste 2 secondes. Attendez, je vais arrêter aussi l'enregistrement. Voilà.